Non, j'étais là, je faisais juste des trucs, je suis pas du tout en retard, non? Oui, par là, des trucs. Allez, choisissez le film aujourd'hui, hein. Voilà, ça va vous éviter de poser des questions. Ce film-là, vous êtes sûr? Je sais, ça fait un moment qu'on doit le faire, mais non mais vous avez raison, à un moment faut bien s'y coller. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va parler des mauvais arguments que l'on entend pour ce qui est du respect de l'histoire dans la culture populaire et donc dans les films. Et pour ça, il est temps d'attaquer le film du démon, le Robin des Bois de Ridley Scott. Robin des Bois est donc un mauvais film de Ridley Scott sorti en 2010. Russell Crowe joue Robin des Bois, Cate Blanchett Marianne, Mark Addy en Frère Tuck, Poe Dameron qui joue le prince Jean, Mark Strong en Gros Méchant Pas Beau et Léa Seydoux en Isabelle d'Angoulême. Je cite les acteurs principaux ou un peu connus, parce que sinon on en a une tripotée tout à fait oubliable, tant le budget a dû passer dans le cachet d'un Russell Crowe non moins oubliable. Oui, je balance parfaitement, monsieur. Après, c'est Russell Crowe. Il a un jeu assez monolithique qui parfois convient plus que très bien, parfois manque de profondeur, comme c'est un peu le cas ici à mon sens. Mais s'il y avait que ça, je n'aurais pas grand chose à dénoncer. Mais ce n'est pas le cas. N'y voyez aucune malice. Et croyez bien que je vais m'en donner à cœur joie parce que Ridley Scott lui-même a lourdement insisté sur l'historicité incroyable de son Robin des Bois. L'intrigue se passe à la fin du XIIe siècle. De retour de croisade, Robin Longstride, archer dans l'armée de Richard Cœur de Lion, se bat contre les vilains français au château de Chalus. Le roi est alors mortellement blessé, et voilà notre Robin libre de tout engagement qui file en Angleterre avec quelques bons compagnons. Mais par un mélange de fortune et de bon cœur, les voilà mêlés à un complot des vils français de Philippe Auguste pour conquérir l'Angleterre et faire plier le genou au bon peuple anglais libre sous la bannière française. N'écoutant que son courage, animé par l'amour du devoir et de la belle Marianne, notre héros va se découvrir le fils d'un homme qui souhaitait que chaque personne du royaume soit libre. Il va alors sauver l'Angleterre et bouter les Français hors du pays, aidé en cela par ses gentils compagnons, les enfants perdus de Peter Pan sur des poneys, les barons anglais et le prince Jean. Vous sentez comme c'est déjà difficile pour moi? L'histoire. Par où commencer? Déjà, Robin des Bois. Bon, ça va bien maintenant, hein? Bref, le film s'ouvre avec les fameux cartons clichés des films historiques. On y explique que dans des temps où la tyrannie et l'injustice des lois oppressent le peuple, des héros hors la loi qui doivent se lever contre la tyrannie et blablabla. On sent bien le côté très américain de chaque homme doit être libre, etc. Mais comme à l'époque il n'y a pas d'américains, ce sont les anglais qui sont utilisés. L'opposition permanente du film France contre Angleterre n'a d'ailleurs aucun sens, mais c'est plus facile d'avoir un grand ennemi bien identifié et identifiable. Richard Cœur de Lion est bien mort à Chalus par un carreau d'arbalète tiré depuis les remparts. Pas par un vieux cuisinier français qui passait par là un peu au pif. Il ne se battait pas contre les Français, mais contre un vassal récalcitrant. D'ailleurs, pour rappel, Richard Cœur de Lion possédait l'Aquitaine à l'époque, et l'on disait de lui qu'il était plus français qu'anglais, n'ayant d'ailleurs passé que quelques semaines de sa vie sur les îles britanniques. Politiquement parlant, c'est le fils de Philippe Auguste, Louis VI, qui a débarqué en Angleterre, et non pas Philippe Auguste lui-même. Et tout cela appelé par les barons rebelles qui voulaient le mettre sur le trône à la place de Jean, avec un certain succès d'ailleurs. Cette histoire a lieu une quinzaine d'années après la période supposée du film, et ne prendra fin que parce que Jean sans Terre, alors roi d'Angleterre et en déroute, tombe malade et décède. Les barons abandonnent alors Louis VI qu'ils jugent trop énergique et dangereux pour le jeune Henri III. Les Français accepteront de se retirer après 15 mois d'occupation de territoire britannique et le versement d'une forte somme d'argent. Le coup de chaque Anglais libre, c'est pas forcément l'ambiance à l'époque. Que chacun puisse vivre correctement, oui. Complètement libre avec sa maison pour château, faut arrêter l'hydromel, frère Tuck, hein. Notons tout de même que l'on y voit la présence de la Magna Carta, une sorte de charte universelle propulsée par les barons pour récupérer un certain nombre de droits de noblesse un peu oubliés et en offrir d'autres aux notables. Cette charte sera de nombreuses fois amendée et intégrera un principe d'égalité pour tous devant la loi au XIVe siècle, la confusion du film venant probablement de là. Et aujourd'hui, après quelques aventures historiques, la Magna Carta est considérée comme un des textes fondateurs de la Grande-Bretagne telle que nous la connaissons. Bref, c'est très adapté, et une fois de plus, les Français sont très caricaturaux et vilains lorsque l'on ne nie pas complètement leur présence et leur action, ce qui est une constante des films américains qui est fort agaçante. Mais passons au matériel. Les civils. Et c'est le retour des civils sombres et crasseux. Oh, je sais pas vous, mais moi ça m'avait clairement pas manqué, hein.
C'est toujours un peu la même chose que dans les films clichés, si vous collez un pantalon et des chaussures informes, une tunique marronasse et un vague chaperon qui fait médiéval à quelqu'un, pour les producteurs ça fait un civil aléatoire et on peut le coller dans n'importe quelle période. On est pile dedans, mais alors, pile dedans. Même les décors sont ternes et crasseux. Le civil de cette époque, c'est comme toujours, plus coloré et propre. Et vous voyez peut-être les lignes d'inspiration que le film a salies pour faire plus crédible. Allez, au passage, j'entends souvent des gens vouloir salir les choses pour faire plus historique, sur des costumes par exemple. C'est un biais classique de costumier, et à l'époque, c'est très exactement comme pour nous aujourd'hui. Si quelque chose est usé, sale ou abîmé, c'est qu'il y a une vraie raison. Et faire sale pour faire magiquement plus historique, c'est encore et toujours non. Donc historiquement, pas de pantalon, mais un ensemble avec des choses, qui sont des sortes de grandes chaussettes fixées à la ceinture. En dessous, l'on trouve des braies, un vêtement qui ressemble à un caleçon long et qui est possiblement à l'origine de l'expression être débraillé, c'est-à-dire avoir ses braies n'importe comment. Une chemise en dessous, blanche ou écrue, puis une tunique. La tunique est relativement courte pour les gens de pauvres conditions, mais peut avoir diverses couleurs, les plus faciles à obtenir et les moins onéreuses, étant les nuances naturelles végétales vertes et marron probablement. Dans les couches supérieures de la population, la tunique s'allonge et on peut avoir à peu près n'importe quelle couleur, y compris très éclatante. Les manches sont longues le plus souvent, et le chaperon n'a pas tellement de lassage, d'ouverture ou que sais-je comme on en voit dans le film. Et bien sûr, je simplifie pour ne pas rentrer dans les petits détails. Sur les costumes des nobles du film... Non mais là on est dans la pure tradition du bling historique hollywoodien. Tissu approximatif, fourrure abusive, bijoux tout aussi approximatifs, et toujours cette impression globale sombre et terne. Complètement déprimant, et puis c'est d'un non-sens total. Oh. Ce qui définit par essence les costumes médiévaux de bonne qualité, c'est la luminance des couleurs, leur côté éclatant. Avouez quand même que là on est bien à la ramasse. Sur les chaussures, je m'attarde pas tellement dessus, c'est toujours le parent pauvre. Souvent les personnages, dont notre Robin, ont des bottes hautes, tout à fait anachroniques pour l'époque, mais emblématiques d'un Moyen-Âge cliché. Il y a pas mal de trucs débiles à gauche et à droite aussi, genre à un moment on brûle un noble mort dans le plus grand des calmes. C'est un non-sens absolu à l'époque, on enterre les gens, c'est religieux. Normalement les brûler le sont par obligation, ou par infamie, enfin c'est dire si on en est loin quand même, hein. On a également une espèce de compagnie d'enfants bizarres qu'on appellera les enfants perdus tant ils rappellent les récits de Peter Pan. Ils vivent dans la forêt, portent des masques d'écorce et des guenilles, montent des poneys et vivent de rapines. Aucune justification dans le film, où ils ne servent d'ailleurs pas à grand chose. Ridicule. La vaisselle n'est pas mauvaise, plutôt bonne même, mais c'est celle qui avait été commandée pour Kingdom of Heaven. D'ailleurs ce n'est pas la seule chose reprise de ce film. Les militaires. Parce que oui, pour résumer, tout ce qui est bon dans Robin des Bois, c'est le vieux stock de Kingdom of Heaven, du coup ça limite la casse. Pour tout le reste, j'ai l'impression que la consigne générale a été... Ah bah faites comme le Moyen-Âge les gars, bah ça ira. Et ne me dites pas que je suis de mauvaise foi, hein. Certains boucliers par exemple sont très exactement les mêmes que dans Kingdom of Heaven. Du coup les personnages sont en aubert complet, c'est-à-dire en cotte de maille des pieds à la tête pour les personnages importants, uniquement en haut avec parfois une cagoule de maille appelée camaille pour les piétons. C'est un peu trop d'armure pour ces derniers, mais à la limite ça passe. Bon entre nous je dis ça passe, mais historiquement ça passe pas du tout, hein. C'est juste que je trouve ça acceptable pour un film de cet ordre. Quand on voit la moyenne de l'historicité des films existants, bon il faut savoir y aller doucement, hein. Je suis pas un extrémiste. Non pas trop. Notez d'ailleurs que jusqu'au XIVe siècle, la cagoule de maille est systématiquement rattachée au reste de la cotte de maille, et pas juste une cagoule qu'on enlève à volonté comme on le voit trop souvent. On peut juste baisser la capuche et la refermer en fixant un ventail, c'est-à-dire une protection pour le menton, la bouche et le nez, on voit ça dans le film d'ailleurs. Il doit y avoir 2 ou 3 sources européennes de camailles séparées sur 2 siècles, et dans des cas très particuliers, pour vous dire à quel point c'est pas utilisé. Les boucliers sont également un peu petits pour la plupart, le modèle d'écu du film est plus tardif. Quasiment tous les nobles portent des casques bassinets vraiment plus tardifs de presque 200 ans. On y voit également pas mal de marteaux d'armes qui sont également plus tardifs, environ 100 ou 150 ans. La grande hache marteau de Petit Jean, c'est un truc moderne, un merlin monté sur un long bâton. Voilà. Robin porte une armure à écailles avec un montage qui est à rapprocher de celle que l'on trouve chez les Mongols pour le corps principal et dans n'importe quel film de fantasy pour les épaules. L'armure lamellaire se portait dans une version spécifique au XIIe siècle, mais quasiment systématiquement comme renfort d'une cotte de maille. Et là vous allez me dire, ouais mais il revient de la croisade et là-bas ils en ont plus... Oui oh, vous allez vous calmer tout de suite, hein. Déjà parce qu'il faut arrêter les délires des gens qui ramènent tout et n'importe quoi juste parce qu'ils ont voyagé ici ou là, et ensuite parce que le modèle ne correspond pas aux modèles moyen-orientaux connus de cette période. En plus de ça, les Mongols ne poseront les pieds en Terre Sainte qu'au siècle suivant.
Donc, vous vous calmez. Sur les armes, les épées ne sont pas mauvaises. Les spécialistes diront qu'il y en a qui sont plutôt typées 13e siècle, mais j'estime que c'est tout à fait acceptable là encore pour un film de ce genre. On sent que vous parlez d'expérience. Sur les casques des piétons, on n'est pas mauvais non plus. Il y a un peu trop de chapelles comme ça, c'est un casque emblématique du 13e siècle qui n'avait pas tout à fait cette forme au siècle précédent. Les autres casques de piétons ont globalement une bonne forme que l'on retrouvait déjà dans Kingdom of Heaven. Mais on en reparlera de Kingdom of Heaven. On a des armures de cuir ou de tissu mal définies, un peu délirantes, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Allez, j'accepte aussi au titre de l'adaptation, même si c'est dur. Les Français sont toujours en noir comme des gros méchants ou en bleu comme des gros Français. C'est un non-sens pour l'époque. Les piétons ne portent pas de code d'armes et il n'y a pas d'uniforme au sens où on l'entend de nos jours dans une armée. Les archers, autant le principe de base de se dire ils sont équipés en civil n'est pas mauvais, mais comme les civils sont complètement ratés dans le film, ça ne fonctionne pas du tout sur les archers non plus. Bravo, Robin. Tu l'as bien mouché. On a de manière générale sur tous les personnages civils ou militaires un assemblage de bric-à-brac qui font médiéval, comme des pochettes, des canons d'avant-bras, des fourrures, des couteaux et lames informes, des armures et guenilles de cuir fantastiques, des chapeaux en cuir, des gourdes, divers sangles, liens, ceintures, etc. Enfin, y a même un mec qui a des bolasses à un moment. Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Mais tout aussi abusif que ce soit, ça l'est toujours moins que les murs mobiles de boucliers de la bataille du début, là. Mais enfin, sur ce genre de mur mobile, à quel moment on utilise des boucliers, qui coûtent cher et qu'il faut fabriquer d'ailleurs, au lieu de simples planches un peu épaisses? Oui, on appelle ça un mantelet, ces murs mobiles, mais c'est pas le propos. Bref, débile, et je passe sur l'explosion de la porte et les flèches enflammées, ça ne fonctionne jamais comme ça, Michael Bay. Cette bataille est un non-sens du début à la fin, les arbalétriers et les archers qui se penchent ou montent sur les créneaux exprès pour se prendre une flèche des héros, le bélier qu'on met à dormir sous le château pour servir uniquement le lendemain, le roi Richard qui charge le château à cheval tout seul comme un idiot, les assaillants toujours trop près, enfin on a même une marmite de pois bien bouillante et fumante à balancer sur les assaillants. Enfin comme cliché on fait pas mieux, on lance surtout des pierres dans ce contexte, parce que ça coûte rien alors que la poix c'est cher et difficile à fabriquer. Putain, plein dans sa mouille. Et puis comme les assaillants viennent de mettre de la poix sur la porte pour tenter de la brûler, c'est probablement la meilleure chose à faire que d'en rajouter par marmite, hein. Jackpot des clichés historiques, là on est encore sur un bingo aux petits oignons, hein. De la même façon, à un moment, un baron est retranché dans un fortin, la porte bien barricadée et barrée avec une poutre solide, et 2 chevaux déposent délicatement leurs sabots dessus, la porte vole en éclats et les méchants français pillent les lieux. À un moment, il va falloir m'expliquer à quoi on nourrit les chevaux en France, parce qu'on est quand même plus proche d'un profil de type Hulk que Canasson là, hein. Et puis, comme dans tout bon film historique cliché qui se respecte, les armures sont à géométrie variable. Parfois la moindre flèche ou le moindre coup de lance traverse une cotte de maille les doigts dans le nez. Autant aller se battre en slip, hein. Stop! La bataille finale. Les batailles finales, c'est toujours le point culminant des films, pour le meilleur et pour le pire. Et clairement pour le pire dans ce cas-là, hein, c'est la fête du n'importe quoi. Mais j'imagine tellement Ridley Scott dans les vieux stocks d'Hollywood récupérer les barges du débarquement d'Il faut sauver le soldat Ryan, faire percer des ouvertures de rames de chaque côté, et c'est parti pour la glissade. Évidemment, débarquer sur une plage sur laquelle on ne voit rien à cause des falaises permettant aux ennemis de s'installer, ne pas y mettre d'éclaireur, et arriver en hurlant sur une plage vide, non en termes de non-sens tactique, alors là je pense que ça se pose là, vraiment. Comme toujours, on va pas faire de formation de piétons et se contenter de mettre un genou en terre tout seul et rentrer la tête quand un grand escadron de cavalerie lourde de choc arrive. Et ça, pour l'avoir déjà testé, je peux vous garantir, ces mis en visiteur, que ça pulvérise allègrement n'importe quel piéton. Dans le film, surtout, on ne s'organise pas, on n'utilise pas d'armes de jet, on ne met pas de lance en avant, rien de rien qui pourrait être un peu efficace, hein, c'est important. Robin des Bois qui laisse Marianne boire la tasse en armure complète pendant de longues minutes, tout ça pour abattre le grand méchant de l'histoire qui est toujours habillé en noir avec une longue cape. Merci les clichés. Le noir au Moyen-Âge central, c'est une couleur liée à des choses très particulières, notamment les ordres religieux, combattants ou non. Il ne deviendra à la mode chez les nobles que quelques années plus tard. D'ailleurs, ce personnage sonne toujours des éperons lorsqu'il marche, ce qui est emblématique des films de cow-boy et donc particulièrement insupportable dans celui-ci. À cette période donc, les éperons ressemblent à ça. Impossible à faire sonner comme des clochettes. Et puis évidemment, la charge des enfants perdus sur leur poney avec leurs bâtons, c'est épuisant. Au passage, souvent dans le film, les duels se font à l'épée à une main, mais utilisés à 2 mains.
C'est dommage, mais je pense que les chorégraphes habituels de ce genre de film ne savent juste pas faire autrement. D'ailleurs, souvent dans les films, les spécialistes militaires sont d'anciens militaires. Ce qui est pertinent quand on parle de guerre en Irak ou en Afghanistan, mais tellement pas sur des périodes plus anciennes. Mais les mecs sont toujours à côté de la plaque. Robin des Bois a reçu des critiques très mitigées à sa sortie. S'il y a quelques bonnes idées, on a tendance à se demander où va le film et d'un bout à l'autre. Ridley Scott nous a habitués à de belles images et une belle photographie, et il n'en reste pas moins que ce film-ci ne prend pas de risques et se trouve oublié très rapidement. Sauf encore pour la musique, qui est vraiment chouette. Pour rappel, on a vu pourquoi aimer un film et quelles sont les raisons qui peuvent faire aimer un film. Penchons-nous un peu maintenant sur pourquoi un film devrait être historique ou non. Et quitte à être sur un jour où je m'agace, autant parler des arguments fallacieux dans ce domaine. J'ai souvent entendu des pseudo-spécialistes, y compris en costume, dire que respecter l'histoire dans un film historique ne sert à rien, en brandissant souvent deux arguments que je trouve parfaitement absurdes. 1. Respecter l'histoire c'est ennuyeux. 2. Le spectateur ne vient pas au cinéma pour se cultiver et se prendre la tête, mais pour se détendre. Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Comme j'aime le dire souvent face à ce genre d'argument, la médiocrité n'est pas une fatalité. Et à mon avis, cette phrase devrait être écrite en gros et en gras partout autour de nous. Concernant l'ennui de l'histoire, les gens comme moi pourraient vous raconter des centaines ou des milliers d'anecdotes amusantes sur des choses historiques, y compris les objets les plus anodins. C'est d'ailleurs la raison d'être de ce programme, et la preuve que l'histoire peut ne pas être ennuyeuse. Quant au côté se cultiver et se prendre la tête, c'est la vieille légende selon laquelle la culture est ennuyeuse et poussiéreuse. Mais la culture, c'est notre héritage à tous, elle n'est que ce que l'on en fait. Avoir ce genre de discours et rompre le lien entre histoire et spectacle, c'est provoquer son propre ennui, c'est oublier son histoire, d'où l'on vient, où l'on va, et à mon sens c'est presque criminel. L'histoire peut être spectaculaire, il suffit de voir les expérimentations de tournois, de batailles, de construction de châteaux ou de bateaux, de combats de gladiateurs, de démonstrations d'artisanat d'art pour s'en rendre compte. Nous avons la chance de vivre dans un monde où l'histoire vivante se développe de plus en plus et où vous pouvez pleinement vous rendre compte de la beauté et du côté spectaculaire de l'histoire à de nombreuses occasions. Beaucoup de musées se mettent maintenant à développer leurs collections avec des objets reconstitués, des expositions incroyables, des événements et des intervenants passionnants. Le pire, c'est qu'à force d'adopter cette démarche et ce discours, le cinéma en vient parfois à devenir médiocre au lieu de développer une force et une crédibilité par le respect de l'histoire. Pensez à tous ces récits mythologiques, mythiques, légendaires. Les images que nous avons en tête des héros, des grandes batailles, des grandes découvertes et des incroyables aventures et inventions de l'histoire. L'histoire est déjà spectaculaire, l'histoire est déjà prenante et fascinante. Ces arguments sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils sont la justification d'une facilité et donc assez médiocre. Alors qu'en réalité il existe quand même de très bons arguments pour ne pas respecter l'histoire pleinement dans un film. Et j'y reviendrai dans un épisode futur parce que c'est important de faire cette part des choses. Et au-delà de tout ça, cela ne coûte pas plus cher de bien faire. Et pour parler de ce sujet et d'une démarche positive de compromis, j'aimerais évoquer avec vous le film Kingdom of Heaven. Parce que Kingdom of Heaven, c'est l'autre face d'une pièce dont le côté pile serait Robin des Bois. Mais ça, nous en reparlerons.